Il y a des choses qui ne seront jamais dites au monde. Des secrets enfouis sous des couches de silence, des documents classifiés et des bandes perdues qui disparaissent de l'histoire comme si elles n'avaient jamais existé. C'est une chose à laquelle je n'ai jamais cru, jusqu'à ce que je me retrouve à fixer l'enveloppe défraîchie devant moi, marquée d'un ruban adhésif jauni et estampillée en lettres rouges grasses. Confidentiel. Programme lunaire 1990. J'ai toujours été obsédé par la Lune. Les histoires d'Apollo, les photographies, les transmissions granuleuses, tout cela me parlait. Enfant, je fixais sa surface pâle à travers le télescope de mon père, fasciné par l'idée que des hommes l'avaient un jour foulée. Mais lorsque les missions Apollo ont brusquement pris fin dans les années 1970, un silence s'est installé que personne n'a semblé remettre en question. Nous avions atteint la Lune, planté le drapeau, et puis, plus rien. Des années de plus tard, en tant que jeune journaliste avide d'histoire, j'ai commencé à chercher pourquoi. Les explications officielles, coupes budgétaires, désintérêt du public, me semblaient trop propres, trop définitives. Mais ce n'est qu'il y a quelques de mois que j'ai enfin obtenu ma première piste. Un courriel énigmatique d'un ancien technicien de la NASA, James Harlow, qui affirme avoir travaillé sur une mission lunaire non officielle en 1990. Ils nous ont dit de ne jamais y retourner. J'ai les enregistrements et j'ai besoin que quelqu'un connaisse la vérité. Rendez-vous dans 3 jours. Vous trouverez 6 juin toutes les preuves dont vous aurez besoin pour me croire. La photo de l'enveloppe que je tenais était jointe, le mot « confidentiel » estampillé comme une menace sur sa face. Mes mains tremblèrent lorsque je la retournai et l'ouvris. À l'intérieur se trouvait une petite cassette noire et une feuille de papier couverte d'une écriture serrée. Les réponses sont sur la cassette, ce que nous avons trouvé là-haut. Nous n'étions pas seuls, nous avons été prévenus et nous avons eu de la chance d'en sortir vivants. J'ai regardé la cassette, sentant son poids comme une pierre dans ma paume. Il n'y avait pas d'étiquette, pas de marque, juste une bande de film magnétique qui contenait quelque chose que personne n'était censé entendre. Il était tard lorsque j'ai sorti le vieux magnétophone de mon placard. Je l'ai posé sur mon bureau, la fente de la bande ouverte comme une bouche affamée, et j'ai hésité. Je me suis dit que ce n'était de rien, un canular élaboré, la tentative d'un homme désespéré de se souvenir. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai. Je le sentais, un nœud froid se formait dans mes tripes, le même sentiment que j'avais eu enfant en regardant la Lune et en sachant qu'il y avait quelque chose d'inconnaissable à son sujet. J'ai glissé la cassette dans le magnétophone et j'ai appuyé sur « Play ». Au début, il n'y avait rien d'autre que des parasites, faibles et crépitants, comme un vent lointain sur un paysage vide. J'ai augmenté le volume, me penchant plus près lorsque le son s'est déplacé. Il était faible, enfoui sous le bourdonnement du bruit blanc, mais je l'ai entendu. Des voix. Une voix d'homme, tendue et étouffée. Camp de base, lisez, nous sommes, anomalie, répétée, visuel confirmé. Les mots étaient bronds et brisés, interrompus par des rafales d'électricité statique, mais je pouvais lire la tension dans son ton. C'était une transmission, une vieille transmission d'une époque où les hommes parlaient encore à la Lune. Une deuxième voix se fit entendre, plus forte cette fois, plus claire. Contrôle de mission. Nous avons du mouvement, pas des rochers, pas... La bande siffla violemment et, pendant un instant, je n'entendis plus qu'un son profond et guttural, une vibration qui semblait résonner dans ma poitrine, comme si quelque chose de vivant était enfoui dans l'enregistrement lui-même. Les voix revinrent, cette fois, en criant les unes sur les autres, frénétiques et paniquées. Pas seul. Il y a quelque chose ici. Jésus-Christ, ça bouge. Coupez l'alimentation.
Coupez le... La bande s'est arrêtée brusquement avec un clic mécanique. Je me suis assis sur ma chaise, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine, le silence de la pièce devenant soudain assourdissant. Les voix, quelles qu'elles soient, avaient donc été terrifiées, leurs paroles étouffées par une peur qui dépassait le rationnel. J'ai rembobiné la cassette et je l'ai réécoutée, m'efforçant d'en distinguer davantage, mais les mots restaient fragmentés, les parasites engloutissant tout. Il s'était passé quelque chose, et la NASA l'avait enterré. J'ai passé les jours suivants à rechercher tout ce que je pouvais sur la prétendue mission de 1990. J'ai passé au peigne fin les archives, les anciens communiqués de presse, tout ce qui pouvait expliquer ce que j'avais entendu sur la cassette, mais il n'y avait rien, aucune trace d'expédition lunaire après les années 1970. Si une telle mission avait eu lieu, elle avait été effacée. J'ai essayé de contacter James Harlow, courriel, appel, tous sans réponse. C'était comme s'il avait disparu. Puis, le 5e jour, une autre enveloppe est arrivée. Celle-ci était plus petite, son contenu n'étant rien de plus qu'une note pliée. Dans la même écriture soignée que la première, une seule ligne, vous devez le voir de vos propres yeux. Le vieux hangar, Cap Canaveral, minuit, Cap Canaveral, le site des lancements. Apollo, où les 10 rêves de l'espace avaient pris leur envol pour la première fois, et où, semblait-il, ils étaient aussi morts. Je savais que c'était insensé. Je savais que je devais m'arrêter, faire demi-tour, oublier tout ce que j'avais entendu. Mais je ne pouvais pas. Quoi qu'il se soit passé en 1990, quoi que ce soit qui ait fait hurler de terreur ces hommes sur l'enregistrement. Je devais le savoir. Le trajet jusqu'à Cap Canaveral ressemblait à un rêve fiévreux, l'autoroute s'étirant à l'infini dans l'obscurité, comme si elle essayait de m'en éloigner. Mes phares coupaient la brume qui s'élevait du sol, chaque ombre s'étirant trop loin, chaque courbe de la route comme le bord d'un abîme auquel je ne pouvais échapper. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais le bourdonnement de la cassette semblait encore résonner faiblement au fond de mon esprit, un son que je n'étais pas sûr d'arrêter d'entendre un jour. Lorsque j'atteignis les portes de l'ancien centre spatial, l'endroit ne ressemblait plus du tout aux photos de ces jours de gloire. Les panneaux rouillés ne portaient aucune promesse d'exploration, aucun logo triomphant de la NASA, juste de la peinture écaillée et des graffitis laissés par des adolescents qui s'étaient là défiés les uns les autres. Au-delà des grilles, les structures d'alors se dressaient comme des titans tombés en ruine, témoins silencieux d'une histoire qui avait été discrètement effacée. Le mot disait « le vieux hangar ». Il n'était pas difficile à trouver. Le hangar se trouvait à l'extrémité du complexe, un imposant squelette de métal et d'acier dont le toit était déformé et affaissé par des décennies de délabrement. Les fenêtres étaient noires, les orbites vides d'un visage qui avait depuis longtemps cessé de sourire. J'ai garé ma voiture et je suis resté assis un moment, fixant le bâtiment comme s'il allait cligner des yeux et m'avaler tout entier. Mon souffle a embué le pare-brise, et lorsque je suis sorti de la voiture, le bruit du gravier crissant sous mes pieds semblait assourdissant dans l'immobilité. Il n'y avait pas de vent, pas de bruissement de palmiers, pas de bourdonnement d'insectes, juste un silence si complet qu'il me pressait les tympans. Je me sentais à découvert en traversant le terrain, ma lampe de poche émettant un faisceau étroit qui semblait à peine entamer l'obscurité. La porte du hangar était entr'ouverte, une étroite fissure juste assez large pour s'y glisser, et quand je l'ai poussée, le métal a gémi comme un animal blessé. L'air à l'intérieur m'a frappé comme une force physique, froid, vicié, lourd d'une odeur incomparable de rouille et de quelque chose d'autre, quelque chose de faiblement métallique qui me rappelait le vieux sang. J'ai balayé l'espace caverneux avec la lampe de poche, le faisceau éclairant des échafaudages rouillés et des équipements abandonnés recouverts de toiles d'araignée.
Le sol était jonché de fragments de machines, d'outils cassés et de piles de débris qui suggéraient volontiers que l'endroit avait été abandonné à la hâte. Au fond du hangar se trouvait une énorme structure recouverte d'une bâche, dont le tissu était tendu comme s'il cachait quelque chose de trop grand et de trop délibéré pour être laissé derrière. Alors que je m'enfonçais dans le hangar, le bourdonnement revint, pas sur la bande, pas à travers un quelconque appareil, mais dans ma tête, vibrant dans mon crâne, à chaque pas que je faisais en direction de la bâche. Ce n'était pas tant un son qu'une sensation, une résonance qui s'insinuait dans mes os et s'installait dans les espaces creux, où vit la peur. Lorsque j'ai atteint la bâche, je me suis arrêté, mon souffle se faisant court et rapide. La chose qui se trouvait sous la bâche était immense, sa forme était anguleuse et peu naturelle. Elle ne ressemblait en rien aux fusées et aux navettes qui avaient jadis décollé d'ici. J'ai tendu la main vers le bord de la bâche. Mes mains tremblaient en la décollant. Le tissu était raide et cassant sous mes doigts. Ce que j'ai découvert a gelé l'air dans mes poumons. C'était un atterrisseur, mais pas comme tous les atterrisseurs que j'avais vus. Sa surface était d'un noir de jais, comme si elle avait été forgée à partir d'obsidienne et elle absorbait le faisceau de ma lampe de poche au lieu de le refléter. D'étranges symboles, pointus et anguleux, couraient dès le long de sa surface comme des veines, brillant faiblement comme s'ils étaient vivants. La machine avait l'air fausse, ses angles trop aigus, ses proportions déformées, comme si elle avait été construite non pas par des mains humaines, mais par quelque chose qui avait essayé d'imiter la conception humaine et qui avait échoué. Puis j'ai vu la trappe. Elle se trouvait près de la base de l'atterrisseur, légèrement entr'ouverte, comme si elle avait été forcée et jamais refermée. Sur les bords de l'écoutille, le métal avait été déformé, fondu à certains endroits, griffé à d'autres, comme si quelque chose avait essayé de se frayer un chemin vers l'extérieur. Je me suis accroupi et j'ai braqué ma lampe de poche dans l'ouverture, mais le faisceau pénétrait à peine dans l'obscurité. Ce que je pouvais voir était pire que ce que j'aurais pu imaginer. L'intérieur de l'atterrisseur était recouvert d'un épais résidu noir qui brillait comme de l'huile, mais qui s'accrochait aux parois en formant des traînées qui ressemblaient à des marques de griffes. Des fils et des panneaux de contrôle enchevêtrés pendaient, leur surface corrodée, comme si quelque chose à l'intérieur les avait dissous au fil du temps. Sur le sol, à peine visible dans l'ombre, gisait un casque. Il était craquelé, fendu en son centre, et des taches sombres maculaient sa surface autrefois blanche. À l'intérieur de la visière, quelque chose avait été gribouillé, des lettres, inégales et déchiquetées, gravées dans le verre avec quelque chose de pointu. J'ai approché la lampe de poche, la lumière se reflétant sur les mots. Ne regardez pas en l'air. Mon estomac s'est retourné, la bile était montée dans ma gorge et j'ai reculé en titubant, la lampe de poche tremblant dans ma main. Le bourdonnement dans ma tête s'est amplifié, vibrant comme un essaim de frelons piégés sous ma peau. Je me suis éloigné de l'atterrisseur, chaque instinct de mon corps me criant de sortir, de quitter cet endroit et de ne jamais y revenir. Puis j'ai remarqué quelque chose d'autre. Les murs du hangar n'étaient pas aussi vides que je l'avais cru. En balançant la lampe de poche sur les panneaux métalliques, j'ai vu des marques gravées de profondément dans l'acier, des symboles identiques à ceux de l'atterrisseur. Elles s'étendaient vers le haut, s'enroulant en spirale chaotique qui semblait le battre faiblement, comme si le métal lui-même respirait. Le bourdonnement s'intensifia, ce n'était plus seulement dans ma tête, je pouvais le sentir se répercuter sur le sol, venant d'en dessous de moi, un son vivant et de plus en plus fort. Je me suis retourné pour courir, mais avant d'atteindre la porte, un bruit m'a figé sur place. Il était d'abord faible, comme le vent se déplaçant dans un espace creux, mais il était devenu plus fort, plus net. C'était un murmure. Les mots étaient bas et indéchiffrables, prononcés dans une langue qui n'appartenait pas à ce monde.
mais ils emplissaient le hangar, se pressant contre mon crâne comme s'ils essayaient de s'insinuer dans mes pensées. J'ai tourné vers l'atterrisseur et pendant un bref instant, j'ai cru voir quelque chose, une forme se déplaçant dans l'ombre au-delà de l'écoutille. Elle était là, puis elle n'y était plus, mais l'impression qu'elle laissait était fausse. Elle était grande, incroyablement mince, ses membres trop longs, ses proportions étrangères à tout ce que je pouvais comprendre. Les chuchotements s'intensifièrent, le bourdonnement atteignit un crescendo assourdissant, tandis que les symboles sur l'atterrisseur et les murs se mirent à briller, leur lumière s'étendant vers l'extérieur comme des veines de feu en fusion. J'ai couru. Je ne me suis pas arrêté pour regarder en arrière. Je n'ai pas essayé de comprendre ce que j'avais y revu. J'ai sprinté à travers le hangar, les chuchotements me suivant comme des mains invisibles, s'avançant dans l'obscurité, le bourdonnement vibrant dans mes os, jusqu'à ce que j'ai l'impression que j'allais éclater en morceaux. J'ai franchi les portes du hangar et me suis retrouvé dans l'air froid de la nuit, m'effondrant sur le gravier, à bout de souffle. Le bourdonnement s'est arrêté au moment où j'ai franchi le seuil, laissant derrière lui un silence si profond que j'ai eu l'impression de devenir sourd. Le hangar se profilait derrière moi, sombre et sans vie une fois de plus, mais je savais qu'il était toujours là, quoi qu'il y ait eu à l'intérieur, quoi qu'il ait été enterré. J'ai trébuché jusqu'à ma voiture, mes mains tremblant alors que je tâtonnais avec les clés. L'atterrisseur, les marques, les chuchotements, ils étaient toujours là, à attendre, attendant que quelqu'un d'autre soit assez fou pour venir les chercher. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais assis dans mon appartement, la lumière allumée, chaque ombre dans les coins de la pièce étant trop sombre, trop profonde. Le bourdonnement résonnait encore faiblement dans mes oreilles, un son dont je ne pouvais pas me débarrasser, même si je me répétais souvent qu'il n'était pas réel. J'ai essayé de me convaincre que ce que j'avais vu était le fruit d'une imagination débordante, mais je savais que ce n'était pas le cas. Les marques, les chuchotements, la forme dans l'ombre et le casque. Ne regarde pas en l'air. Quelqu'un a écrit ces mots dans les derniers instants de sa santé mentale. Un avertissement laissé derrière lui pour quiconque trouverait cet atterrisseur et oserait comprendre. La mission de 1990 n'a pas été effacée à cause d'un échec. Elle a seulement été effacée à cause de ce qu'ils ont trouvé. Ou pire, à cause de ce qu'ils ont ramené. Le bourdonnement ne m'a jamais quitté. Il se faufilait dans le silence comme un parasite, une vibration que je pouvais sentir dans les cavités de mon crâne. Au début, je me suis dit qu'il s'agissait de vestiges du stress, d'un écho fantôme des horreurs que j'avais découvertes, mais je savais qu'il n'en était rien. Ce n'était plus un simple son, il était vivant, s'amplifiait d'heure en heure, comme si quelque chose de lointain essayait de m'atteindre. Il m'était impossible de dormir. Quand je fermais les yeux, je le revoyais, les symboles tordus, l'atterrisseur fracturé, le casque marqué de ces mots « Ne regarde pas en l'air ». Je portais le poids de cette phrase avec moi, partout où j'allais, un avertissement qui se répercutait dans mes os. Quoi qu'il se soit passé sur la Lune en 1990, ce n'était pas l'échec d'une mission. Il ne s'agissait pas d'une erreur humaine, de politique ou d'incompétence. C'était quelque chose de pire. Dans ma quête de réponse, j'ai creusé plus profondément que je n'aurais jamais dû. La mission n'était pas un canular. Les preuves étaient sautées là, soigneusement enfouies sous des couches de double langage bureaucratique et de dossiers classifiés qui avaient été expurgés jusqu'à l'oubli. Les mémos enfouis y faisaient me perdre référence par leur nom. Le projet Qui est tous, une mission lancée sous le sceau du silence en janvier 1990. Des hommes ont été envoyés pour étudier l'anomalie sous Mare Tranquillitatis, la cartomère de la tranquillité, à l'endroit même où Apollo 11 avait atterri des décennies auparavant. J'ai trouvé des fragments de la transmission finale,
incomplets et déformés, comme si le tissu même de l'enregistrement avait été érodé par quelque chose de non naturel. Les mots étaient proxiessieux, l'os était brisé, déchiqueté, tendu par la peur, comme une confession du lit de mort murmurée dans l'obscurité. L'équipage avait atterri à la surface, s'était aventuré à l'extérieur et était entré en contact avec quelque chose qui n'aurait jamais dû être dérangé. Il y avait des descriptions, des structures s'élevant de la poussière lunaire, des flèches plus noires que le vide lui-même, des surfaces gravées de symboles qu'aucun humain n'aurait pu graver. Et puis il y avait quelque chose d'autre, du mouvement, avait-il dit, alors que rien de vivant n'aurait dû bouger dans cet endroit. L'équipage s'est tu après le 3e jour. Je fixai le rapport jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Ma poitrine se serra comme si j'avais oublié comment respirer. Leurs mots, le peu qu'il en restait, étaient gravés dans mon esprit, répétant sans cesse « Il n'était pas seul. Quelque chose les avait vus. Quelque chose les avait observés alors qu'il tombait d'armée sur son lieu de repos. Et lorsque l'équipage avait tenté de partir, il l'avait suivi. Les transmissions se sont arrêtées brusquement, mais les dernières lignes ont griffé les bords de ma santé mentale. Un homme, dont la voix a été éraillée par la panique, a laissé un seul avertissement. Ne regardez pas en l'air. J'ai alors compris que la mission avait été effacée parce qu'il était trop difficile de l'affronter. La lune n'était pas sans vie. Elle n'était pas stérile ou vide. C'était un seuil, une ancienne porte vers quelque chose qui n'appartenait pas à la réalité que nous comprenions. L'humanité s'est aventurée là où elle n'était pas invitée, et le coût en a été incommensurable. Les chuchotements dans l'atterrisseur, les symboles qui pulsaient comme des veines dans les murs, les figures que l'équipage a décrites comme étant grandes et observatrices, il ne suffisait pas de les voir. Les voir était la première étape pour les laisser entrer. Le bourdonnement dans ma tête s'était intensifié, comme un essaim d'abeilles piégé dans mon crâne. Je l'entendais faiblement dans tout, sous le bruit de la circulation, dans le bourdonnement des lampes de fluorescentes, dans le silence de mon appartement la nuit. J'avais essayé de me convaincre que ce n'était pas réel, que je n'étais pas en train de m'effondrer, mais je savais que c'était mieux. C'est alors que l'enveloppe est arrivée. Elle avait été laissée sur le pas de ma porte sans mots, sans explication, juste un paquet contenant une vieille cassette VHS non marquée. Mais la main tremblait en la regardant, le boîtier en plastique usé et rayé, comme s'il était passé par trop de mains avant d'arriver jusqu'à moi. Je me suis dit de ne pas la regarder. Je me suis dit qu'il y avait des choses que je n'avais pas besoin de savoir, que je ne voulais pas voir. Mais la curiosité, ou peut-être la folie, m'a poussé à ressortir le lecteur poussiéreux, enfoui au fond de mon placard. L'écran s'est mis à clignoter dans un grésillement statique, l'image tremblant et se déformant comme si la bande elle-même avait été endommagée. La première chose que je vis fut la surface de la Lune. Elle s'étendait devant moi en nuances de gris et de noir, désolée, sans vie, infinie. Mais au fur et à mesure que la caméra effectuait des panoramiques, le paysage changeait. Il y avait des structures, des monolithes qui s'étendaient à une hauteur anormale dans le vide noir, leur surface lisse et sans défaut, leurs angles défiant toute logique. Ils étaient alignés, comme des pierres tombales laissées par une civilisation oubliée, et plus je les regardais, plus je jurais que je voyais les symboles. Ils couvraient là les structures comme des veines, et brillaient faiblement, comme si quelque chose de vivant pulsait sous leur surface. La caméra a tremblé, l'image s'est dégradée, tandis que la respiration de l'astronaute s'amplifiait. Puis, l'image a changé. Au-delà des monolithes, j'ai vu les personnages, de grandes formes filiformes, parfaitement immobiles dans l'obscurité, leurs silhouettes presque humanoïdes mais déformées, artificielles. Leurs membres étaient longs et trop longs, leurs têtes inclinées vers le haut, comme si elles te regardaient comme quelque chose hors de portée de la caméra.
La respiration de l'astronaute s'est accélérée. Sa voix s'est brisée alors qu'il murmurait quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. La caméra a de nouveau plongé, et lorsqu'elle a fait un panoramique vers le haut, les personnages avaient gommé bouger. Elles étaient même plus proches ma sorte maintenant, leurs contours plus nets, leur présence se pressant contre les bords de la lumière. Elles ne marchaient pas, ne faisaient pas de pas. Elles étaient, simplement, leurs mouvements aussi peu naturels que leur forme. L'image a été coupée soudainement, remplacée par des parasites, mais le son est resté. C'était le bourdonnement, le même que j'avais entendu dans le hangar, vibrant à travers les murs, rampant dans mes pensées comme des vers. J'ai tendu la main vers la télécommande pour l'éteindre, mais le son s'est amplifié, incroyablement fort, jusqu'à ce que j'aie l'impression que mes oreilles allaient saigner. Puis l'écran est devenu noir. Je suis restée assise dans le noir pendant des heures, le bourdonnement persistant dans le silence de la pièce. J'en avais trop vu, j'en savais trop. Ce que l'équipage avait trouvé sur la Lune n'était pas une découverte, c'était une erreur. Ils étaient même tombés sur quelque chose qui attendait dans le vide, quelque chose d'ancien et d'indicible, et qui les avait vus. Les figures, les monolithes, les symboles gravés sur l'atterrisseur. Ils étaient tous liés, faisant partie d'une vérité si vaste et incompréhensible qu'aucun esprit humain ne pouvait la contenir. Je me suis souvenu de l'avertissement. Ne regardez pas en l'air. Ce n'était pas un appel, c'était un ordre. Le fait de les voir avait suffi à les laisser entrer, à les inviter à se rapprocher. L'équipage l'avait appris trop tard, et maintenant je l'apprenais aussi. Le bourdonnement m'avait suivi, les chuchotements s'amplifiant au fil des nuits. Je sentais qu'ils m'observaient dans l'ombre, attendant que je glisse, que je lève les yeux et que je les voie, comme l'équipage les avait vus. Il y a des endroits où l'humanité n'était pas censée aller. La Lune, malgré sa beauté pâle, ne nous appartient pas. Elle leur appartient, aux choses qui attendent dans l'obscurité, au-delà de notre compréhension. On nous a avertis de ne jamais revenir, mais nous n'avons pas écouté. Et maintenant, il est trop tard. Le bourdonnement ne m'a jamais quitté. Il est en moi maintenant. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai dormi. Si je ferme les yeux, je la vois, la surface de la Lune qui s'étend à l'infini dans le vide noir, les silhouettes qui se tiennent là, comme des sentinelles, et qui attendent. Des semaines d'hommes se sont écoulées depuis que j'ai regardé la cassette pour la première fois, mais le temps n'a plus de sens. Le bourdonnement qui n'était au départ qu'un faible murmure est devenu insupportable, vibrant dans la moelle de mes os comme une infection qui ne cesse de se propager. Au début, j'ai cru que je perdais la tête. J'ai recouvert les miroirs, j'ai éteint les lumières, j'ai baigné chaque coin de mon appartement de clarté pour éloigner les ombres. Mais aucune lumière ne pouvait arrêter la sensation, la présence qui m'oppressait. Lorsque je tournais la tête trop rapidement, j'apercevais les contours de quelque chose juste au-delà de ma vision, grand et incroyablement immobile, comme s'il attendait que je le reconnaisse. Les avertissements étaient clairs. Ne regardez pas en l'air. Ce n'était pas seulement un message griffonné par un homme devenu fou à la surface de la Lune. C'était une vérité. Dès que vous regardez, dès que vous les voyez, vous êtes marqué. L'équipage de 1990 avait été marqué, et maintenant je l'étais aussi. J'ai essayé d'y échapper, j'ai essayé de partir loin, de laisser derrière moi tout ce que je possédais. J'ai pensé que la distance pourrait rompre le lien qui m'unissait à la vérité. Je me suis trompé. Le bourdonnement m'a suivi dans les forêts, dans les motels, aux lumières vacillantes, dans les villes dont je n'avais jamais entendu parler. Je ne pouvais pas l'éviter, car il n'était pas à l'extérieur de moi. Il était à l'intérieur de moi. Il y a 2 nuits, j'en ai enfin vu un. J'avais conduit jusqu'à une cabane isolée, au fond des bois, loin de la civilisation. Je me suis dit que cela m'aiderait,
L'isolement, le silence, j'avais besoin de purger le bourdonnement de mon esprit, de le noyer dans la distance et le déni. Cette nuit-là, alors que j'étais assise sur le sol, la tête enfouie dans mes mains, le bourdonnement est devenu plus aigu, comme s'il s'agissait d'une voix qui essayait de former des mots. Et puis la lumière a vacillé. L'unique ampoule suspendue au plafond a baissé d'intensité, a pulsé et s'est éteinte, plongeant la pièce dans un noir presque tangible. Je me suis figé, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine, et c'est à ce moment-là que je l'ai senti. Un changement dans l'air, la pression silencieuse de quelque chose qui m'observait. Je me suis dit de ne pas lever les yeux. Je me suis dit de garder les yeux fixés sur le sol, de compter les secondes jusqu'à ce que la lumière revienne. Mais l'attraction était trop forte. C'était comme si je me tenais au bord d'une falaise, sachant que si je faisais un pas en avant, je tomberais à jamais. Lentement, comme si mon corps ne m'appartenait plus, j'ai levé la tête, et il était là. Il se tenait dans le coin de la pièce, une silhouette plus sombre que la nuit environnante. Il était grand, si grand que sa tête frôlait le plafond, et ses membres étaient incroyablement longs, se terminant par des doigts qui pendaient comme des branches cassées. Je ne voyais pas son visage, mais je sentais qu'il m'observait. Son regard était comme un poids qui me clouait sur place. Il ne bougeait pas, il ne respirait pas. Il était tout simplement, pendant ce qui m'a semblé être des heures, j'ai fixé la chose dans le coin, trop effrayé pour détourner le regard, trop effrayé pour bouger. Puis, sans crier gare, elle a fait un pas en avant. Le son était indescriptible, une réverbération basse qui me faisait mal aux dents, comme une fréquence qui n'appartenait pas à ce monde. Je reculais, mes paumes raclant le sol en bois, mais j'avais beau me déplacer, il restait à la même distance, juste assez près pour que je puisse voir sa forme, ses bords vibrant faiblement comme s'ils n'étaient pas tout à fait solides. La lumière clignota à nouveau et, pendant une brève seconde, je le vis clairement. Sa tête était inclinée vers moi, son visage lisse et centré, à l'exception de deux vides noirs et profonds, à l'endroit où ses yeux auraient dû se trouver. Et dans ces vides, j'ai vu des étoiles, pas des reflets de lumière, mais les profondeurs d'un cosmos qui s'étendait à l'infini dans toutes les directions. Ce n'était pas une créature, ce n'était pas un être humain. C'était un fragment de quelque chose de plus ancien, d'infini, et je l'avais vu. Lorsque la lumière est revenue, la chose avait disparu. Le lendemain matin, j'ai fait mes bagages et j'ai quitté la cabane. Je ne savais pas où j'allais ni pourquoi, mais rester immobile n'était plus une option. Il m'avait trouvé, il m'avait marqué, et il n'y avait pas d'échappatoire. Où que j'aille, le bourdonnement devenait plus fort, les chuchotements plus aigus, comme s'ils réduisaient la distance entre nous à chaque kilomètre parcouru. J'ai arrêté de tourner la tête trop vite, j'ai arrêté de regarder dans les coins sombres. J'ai arrêté de regarder en l'air. La vérité, c'est la suivante. La Lune n'est pas sans vie. Il ne nous appartient pas de la revendiquer ou de la comprendre. L'humanité a pénétré dans un endroit où elle n'était pas censée aller, et, ce faisant, nous avons réveillé quelque chose qui aurait dû rester intact. Les symboles, les flèches, les figures murmurantes ne sont pas les vestiges d'une civilisation morte. Ce sont des avertissements laissés par quelque chose qui nous a précédés. L'équipage de 1990 n'est jamais revenu. Leurs corps ont peut-être été ramenés, mais leurs esprits, leurs âmes avaient déjà été réclamés. Ils avaient vu trop de choses, et en voyant, ils avaient ouvert une porte qui ne pourrait jamais être refermée. Je le sais maintenant parce que la même porte a été ouverte en moi. Le bourdonnement est maintenant assourdissant. Il étouffe tout le reste, les voix, les pensées, les battements de mon propre cœur. Quand je me regarde dans le miroir, je vois mon reflet hésiter, comme s'il ne savait pas quelle version de moi il devait montrer. Les figures ne sont plus confinées à l'ombre ou à l'obscurité. Je les vois partout maintenant,
dans les foules, dans les forêts, au bord de l'autoroute quand je passe. Elles ne bougent pas, elles ne parlent pas. Ils observent, et je sais ce qu'ils attendent. La lune est un seuil, une porte entre des mondes qui n'étaient pas censés se toucher. On nous a avertis de ne pas revenir, de ne pas regarder, de ne pas chercher ce qui se trouve au-delà de la surface pâle de ce rocher sans vie. Mais nous n'avons pas écouté, et maintenant la porte a été ouverte. Elle ne peut plus être fermée. Ce n'est d'aucune question de temps avant que le bourdonnement ne se répande. Bientôt, tout le monde l'entendra. Bientôt, tout le monde lèvera les yeux. Et quand ils le feront, il sera déjà trop tard.